Bonjour tout le monde, merci de nous avoir rejoints. J'espère que vous allez bien. La situation évolue au niveau des tours de douane. Nous ferons le point dans notre duplex et nous parlerons aussi des travailleurs frontaliers, de travaux ou encore de bricolage. Mais tout d'abord, voici le résumé de l'actu du jour en images. Les tours des douanes enfin démolies. Après plusieurs reports pour des soucis techniques, le chantier a démarré ce mercredi. Petit à petit, les deux immeubles seront grignotés pour disparaître totalement du paysage aux abords de la route de Nancy d'ici 2 mois. Olvin va avoir un nouveau gymnase. Il sera doté d'une grande salle de sport de plus de 1000 m² ainsi que de vestiaires, d'un clubhouse et d'un espace de rangement. Les travaux ont pris du retard en raison de la crise sanitaire, mais aussi à cause de problèmes géotechniques liés à la stabilité du sol. Le chantier devrait s'achever d'ici début novembre et une inauguration est espérée avant la fin de l'année. Depuis le début de la pandémie, les magasins de bricolage voient leur chiffre d'affaires augmenter. Du fait des confinements, les gens ont plus de temps libre chez eux et ils en profitent pour faire des travaux de peinture, papier peint ou encore revêtement de sol. Une petite accalmie a été ressentie en début d'année, mais l'activité reste soutenue. Le prieuré de Velferdin va être réhabilité, mais avant son abandon il y a 30 ans, le bâtiment a vécu une longue histoire. Dans le prieuré originel, il y avait des étables et tout ce qui était nécessaire aux moines venus de l'abbaye de Tholey. Durant la guerre de 30 ans ou à la Révolution, il a été utilisé comme hôpital. Il a ensuite été habité par des privés, puis servi de fabrique de peluches ou encore abrité un salon de coiffure. Les baliseurs du club vosgien de beach continuent d'entretenir les sentiers du pays de Beach. Même si les randonnées en groupe ne sont plus possibles depuis des semaines, la mission de ces bénévoles est importante car de nombreux promeneurs fréquentent actuellement les chemins forestiers pour prendre l'air près de chez eux. On démarre cette émission dans la rue des Sapins à Sarreguemines. Ça y est, après plusieurs soucis techniques, les tours des douanes sont en train d'être démolies. Marie-Morgane, bonjour, j'ai envie de dire enfin. Bonjour Thibaut, et oui, enfin, je le rappelle, j'étais déjà ici même lundi matin, jour où devait initialement se dérouler la démolition. Alors il y a d'abord eu un souci mécanique au niveau de la pelle, l'opération était alors reportée à l'après-midi, mais c'est ensuite un souci électronique qui est survenu. Après plusieurs tests pour être sûr que tout fonctionne correctement, vous pouvez l'observer derrière moi, les tours des douanes sont doucement en train de disparaître de ce quartier. Merci Marie-Morgane et merci à David qui t'accompagne au cadre. C'est un grand changement pour ce quartier. Les deux immeubles à l'abandon depuis plusieurs années sont en train d'être démolis. Comment va se dérouler le chantier? Reportage de Marie-Morgane Pires et David Orès. Elles ont longtemps fait de la résistance. Mais ça y est, la démolition des tours des douanes a démarré. Un chantier impressionnant et une disparition qui laissera un vide dans ce quartier à l'entrée de la ville de Sarreguemines, aux abords de la route de Nancy. 3 semaines seront nécessaires pour enlever chaque immeuble de 25 mètres de haut. Comme vous le voyez, c'est une démolition donc à la pelle, donc une pelle mécanique avec une pince au bout, donc qui grignote petit à petit les deux bâtiments. Avant la phase de démolition, il y a d'abord eu une opération de désamiantage mi-décembre, puis le curage, c'est-à-dire ôter les revêtements du sol, le métal, le PVC et les derniers meubles abandonnés sur place. Jeudi, la pelle s'est mise en marche pour grignoter ses tours. 4800 m² de plancher béton sont à démolir, ainsi que 2400 m² de parking et voirie. Il y aura ensuite une phase de concassage qui transformera les 6000 tonnes de gravats en matériaux de récupération. Pour protéger les bâtiments alentours et réduire les incommodations pour les habitants durant toute cette opération, des solutions sont mises en place. Alors pour les protéger, donc comme vous le voyez sur la pelle, il y a un pulvérisateur qui évite la propagation des poussières. Et lorsque la pelle abordera la deuxième tour qui est plus près des habitations, il y aura un voile de protection. Au moment du concassage, donc il y aura également des brumisateurs qui seront installés au sol, donc pour éviter encore une fois la propagation des poussières. C'est une page qui se tourne pour la rue des Sapins. Ces deux immeubles de 61 logements étaient laissés à l'abandon depuis plusieurs années. Une longue bataille judiciaire s'est déroulée entre la ville et les copropriétaires de l'une des deux tours lorsqu'elle a souhaité l'acquérir. L'expropriation ayant depuis abouti, elle a ensuite cédé les tours à Sarreguemines Confluence Habitat qui porte le projet de démolition. Les derniers occupants sont partis en 2018.
Aujourd'hui, seuls quelques pigeons vont devoir déménager leur nid. Ces verrues de la route de Nancy ne feront bientôt plus partie du paysage de cette entrée de ville de Sarreguemines. Quels sont les projets pour la suite? Marie-Morgane Pires fait le point avec le maire de la ville. Marc Zingrave, bonjour. Bonjour. D'ici quelques semaines, ces deux tours auront disparu. Oui. Qu'est-ce qu'il y aura à la place de ces immeubles? Quels sont les projets? Eh bien, tout d'abord, une étude va être menée, une étude au sens large sur le quartier, qui comprend tout ce qui concerne l'habitat, évidemment, dans un concept actuel, un concept qui tienne compte de l'ancrage dans la nature, qui tiennent compte également des loisirs des habitants, qui tiennent compte de la circulation, comment entrer à toutes les heures, à tous les moments dans ce quartier, comment traverser, comment déboucher sur l'artère principale. Une étude qui tienne compte aussi des perspectives à plus long terme, contournement, pas contournement. Une étude qui tienne compte également des perspectives d'emploi. La proximité de l'Eurozone, de l'Europole, pardon, à Humbar est une proximité intéressante pour le quartier, qui vise aussi une forme de mixité dans cet habitat. Voilà. Et donc cela entre dans le cadre du programme Action Cœur de Ville qui permet de faire un grand projet de réflexion. Concrètement, est-ce qu'il y a déjà des pistes, des vraies pistes envisagées? Alors oui, nous sommes dans le contexte du travail qui est fait sous ce qu'on appelle Action Cœur de Ville. On est ici sur le chemin du Cœur de Ville. L'idée, c'était de faire disparaître ces tours et d'avoir une entrée de ville plus avenante également. C'est à ce titre-là que nous travaillons à une nouvelle affectation d'un certain nombre d'éléments et surtout au mieux vivre des habitants pour être accueillants dans cette entrée de ville, cette porte du centre, si vous voulez. Très bien, merci beaucoup. Un autre chantier est en cours, pas de démolition, mais c'est une construction attendue. D'ici la fin de l'année, la commune de Olvin devrait être dotée d'un nouveau gymnase avec des vestiaires et un clubhouse tout neuf. En raison du Covid, ce chantier a pris du retard. Il a également fallu revoir les plans initiaux en raison de la nature du sol. Christelle Reviaco et Guillaume Dumonteil nous en disent plus. Un nouvel équipement est en cours d'achèvement à Olvin. Une nouvelle salle de sport comprenant également des vestiaires, un clubhouse et un espace de rangement. Alors actuellement on termine la pose du bardage sur la grande salle de sport, la salle d'un peu plus de 1000 m². Et on a commencé les travaux de chauffage à l'intérieur de cette salle. Et pour la partie vestiaire, les travaux sont différés puisque là on est en train de terminer la pose des bacs de couverture. L'étanchéité doit également être finalisée sur la partie annexe des vestiaires et du clubhouse. Les travaux qui au préalable étaient prévus de se terminer début d'été vont se prolonger encore au minimum jusqu'à mi-octobre, voire début novembre. Donc on peut espérer que d'ici la fin de l'année, l'inauguration pourra avoir lieu. Il ne resterait alors plus qu'à réaliser les abords avec notamment la voirie et les réseaux. Ce sera la fin d'un long chantier perturbé par la Covid avec les moments de confinement et d'isolement en raison de la détection de cas contacts, mais aussi parce qu'il a fallu apporter des modifications au projet. Nous avons connu sur les installations ici présentes des problèmes géotechniques liés à la stabilité du sol. Donc il a fallu recourir à des fondations profondes. Au total, 96 pieux à 12 mètres de profondeur ont été nécessaires justement pour stabiliser l'aire de jeu ainsi que les vestiaires et clubhouse attenants. Par conséquent, le coût de la construction a augmenté. Il est passé de 1,5 à 2,1 millions d'euros. Une fois terminé, cet équipement servira aux élèves des villages de Richelin-Olvin. Les jeunes sportifs du Pays des Lacs pourront aussi l'utiliser en automne et en hiver lorsque les conditions météo ne leur permettent pas d'exercer leur passion à l'extérieur. On ne s'affaire pas qu'à l'extérieur, les particuliers eux aussi rénovent, construisent et bricolent. Et depuis le début de la pandémie, le marché du bricolage connaît une forte croissance. Sur l'année 2020, les ventes dans les enseignes spécialisées ont bondi de 13%. Les Mosellans ont profité de leur temps libre pour aménager leur intérieur ou leur jardin. Mais sont-ils encore si nombreux à peindre ou tapisser pendant ce troisième confinement? Élément de réponse dans ce reportage de Ghislain Schumacher. Dans ce magasin, le chiffre d'affaires a augmenté de 30% l'année dernière. Ici, depuis mars 2020, les clients sont au rendez-vous. Peinture, papier peint et revêtements de sol connaissent un franc succès.
J'étais à un moment en distanciel et du coup j'ai pu me libérer du temps pour bricoler. Est-ce que vous, votre consommation de produits de bricolage, elle a augmenté depuis un an, depuis le début de la pandémie? Je vais dire qu'elle a triplé. On se trouve le temps de faire des choses qu'on ne faisait pas avant. Du fait du confinement, plutôt que de sortir au restaurant, on s'occupe à la maison, donc on bricole. Vous laissez sécher 6-8 heures et ensuite vous pouvez partir en finition. Au-delà d'une augmentation des ventes, les 12 employés de l'enseigne ont aussi observé une évolution de la clientèle. On a quand même touché une clientèle, je pense, qui est nouvelle, un horizon peut-être plus large, des gens qui ne connaissaient pas le magasin, qui par le bouche à oreille ont été amenés à venir chez nous pour justement les produits qu'on peut vendre, notamment au niveau des peintures. En cet après-midi de semaine, il n'y avait pourtant pas foule dans les allées du magasin. Alors, la dynamique du secteur du bricolage se confirme-t-elle en 2021 ? Si on se réfère aux chiffres d'affaires des années précédentes, on est toujours en progression, mais nous sommes quand même un petit peu en baisse par rapport à l'année dernière. Il y a une petite accalmie, je pense que un nombre important de gens ont fait beaucoup de travaux et que maintenant c'est un petit peu plus calme, mais ça reste quand même une activité relativement soutenue. Selon les professionnels, les enseignes spécialisées devraient surfer sur cette tendance au moins jusqu'à la fin de l'année. C'est une autre situation qui perdure depuis le début de la crise sanitaire. Les travailleurs frontaliers sont face à plusieurs problèmes, dont la double imposition pour ceux en chômage partiel. Arsène Schmitt, président du comité de défense des travailleurs frontaliers de Moselle, nous fait le point sur la situation. Aussi actuellement, c'est la double imposition qui frappe les travailleurs frontaliers en chômage partiel. Là, il faut dire clairement que les Allemands ne respectent pas la convention fiscale franco-allemande, notamment l'article 13, alinéa 8, qui dit clairement que le chômage partiel est exclusivement imposable en France. Mais les Allemands veulent absolument garder la maîtrise fiscale. Il y a même le secrétaire d'État au ministère du Travail, M. Schmachtenberg, qui m'a téléphoné. Oui, M. Schmitt, nous sommes en instance de discussion avec nos homologues français, mais nous voulons absolument que la France nous donne la souveraineté fiscale sur le chômage partiel. Sinon, ça va perturber tout notre système d'indemnisation. J'ai dit, M. Schmachtenberg, il n'y a aucun problème. Vous prenez un informaticien qui met en place un programme informatique pour les travailleurs frontaliers qui dit qu'il y a le salaire brut moins les cotisations sociales et ça s'arrête là. Vous ne déduisez plus un impôt fictif. C'est honteux que de voir aujourd'hui, ça fait maintenant 2 ans que nous nous battons là-dessus. Bien entendu, cette affaire a pris une ampleur extraordinaire depuis l'année dernière avec le chômage partiel qui a été mis en route. Donc les Allemands ne respectent pas ce qu'ils ont signé le 31 mars 2015. L'avenant à la convention fiscale a été signé le 31 mars 2015 qui dit clairement que toutes les prestations soumises à cotisation sociale en Allemagne sont exclusivement imposables en France. Aujourd'hui, on est à proximité de la déclaration fiscale. Les travailleurs frontaliers ont été pompés sur les allocations de chômage partiel par un impôt fictif à la source. Et maintenant, ils font la déclaration en France, la totalité. Donc frappé par une double imposition, c'est une honte. Nous avons déposé une plainte à la Commission européenne en espérant, j'espère que ça va maintenant se régler prochainement parce que j'arrête pas de harceler les ministères à droite et à gauche, en Allemagne également en France. En France on me dit oui on discute, maintenant ça suffit. Ça ne peut plus continuer comme ça. Nous sommes toujours en pleine crise sanitaire. Le 3e confinement a commencé le samedi 3 avril. Parmi les nouvelles règles en vigueur, certains commerces réapparaissent sur la liste des commerces essentiels. C'est le cas des cordonniers, des fleuristes ou encore des boutiques de jeux vidéo. De quoi réjouir les professionnels du secteur à l'image de la boutique Gabri Games. Reportage de Renaud Coquet. Le 3e confinement est en vigueur depuis le début du mois d'avril. Depuis lors, les boutiques de jeux vidéo font partie des commerces dits essentiels. Une véritable bouffée d'oxygène pour cette boutique forbachoise qui renoue le lien physiquement avec sa clientèle. Après, en termes de rapport qualité-prix, en vrai, ce jeu, c'est un triple A, donc du coup il y a eu beaucoup de budget dedans. Parce que nous, on doit donner un conseil, on va pouvoir justement faire découvrir de nouvelles possibilités à des personnes. Et alors que via Internet, on a ce petit défaut où les gens ont le conseil en moins. Et le conseil, ça peut apporter beaucoup de choses parce que du coup, le meilleur jeu de la vie de certaines personnes, ils l'ont découvert ici. Voilà. En ayant justement les conseils et l'orientation. On est essentiel justement pour le côté psychologique et on est essentiel aussi pour le côté confort de vie parce que c'est vrai que sans les jeux vidéo, on a beaucoup qui auraient du mal à continuer leur vie de tous les jours. L'année 2020 a été compliquée comme pour tous les commerces et la situation est loin d'être revenue à la normale. Les habitués de la boutique sont de retour mais la fréquentation du centre-ville reste à un niveau très bas. Alors
Alors en fait oui, on perd beaucoup de ventes vis-à-vis de la vente additionnelle, des achats d'impulsion aussi, et tout le côté aussi qui était convivial, où on pouvait faire des tournois, des choses un peu plus concrètes et sociables, on les retrouve moins. Et c'est vrai que le but, je pense, que d'avoir un magasin de jeux vidéo comme beaucoup de personnes qui ont investi dedans, c'est justement de se dire tiens, on va pouvoir faire créer du mouvement, on va pouvoir créer une sorte de société ou de contexte social avec partager sa passion avec tout le monde, et voilà, c'est vraiment la chose qui manque indirectement. Une des pistes pour maintenir l'activité est de revenir sur Internet. Après un premier essai, la boutique retente l'aventure. La vente en ligne s'est imposée durant le confinement comme une tendance de fond, quelle que soit la génération. Alors c'est vraiment une obligation en vrai. À la base, j'avais arrêté de faire des ventes internet parce que du coup mon métier de base c'était justement de pouvoir communiquer, partager sa passion et développer un côté social de manière générale. Mais à côté, la vente internet c'est devenu une obligation justement depuis 2020 parce que tout le monde a pris l'habitude justement, même mes parents, d'aller sur internet et de consommer voilà, sur le net avec des paiements différés. Voilà. Suite aux 2 confinements, le gérant a décidé de mettre en vente son fonds de commerce. On retrouve dès à présent les prévisions météo de Sandrine. Au programme juste après, nous parlerons de la réhabilitation du prieuré de Velferdin et nous ferons un point sur les routes et les sentiers battus. A tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Bonjour tout le monde, je vous avais promis le retour du soleil et il est bien là. Il est grand temps maintenant d'organiser des randonnées, surtout qu'il va faire beau tout le week-end. C'est ce que je vous proposais de faire lundi et dans les commentaires, Peggy nous disait pas besoin d'aller très loin pour faire de belles promenades et elle a entièrement raison. Et si vous avez besoin d'idées, vous pouvez toujours trouver des panneaux d'affichage ou vous tourner vers les offices de tourisme du secteur. Des cartes sont même consultables en ligne pour les circuits de randonnée autour de Sarreguemines et un guide complet des sentiers d'excellence dans le Pays de Beach. Il ne vous reste plus qu'à faire votre choix et préparer votre sac à dos. Côté météo, tout est prêt. La journée de demain sera idéale avec un grand soleil et des températures agréables. Les minimales iront de 2 à 4 degrés et les maximales de 16 à 17 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Georges et il fera jour de 6h24 à 20h35. Profitez bien de votre journée et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Ordinateur, imprimante, réseau, IP Connexion vous dépanne où que vous soyez. IP Connexion, c'est aussi de la téléphonie IP, de la vidéosurveillance et de la domotique. On m'a dit que les piles des appareils étaient difficiles à changer. Elles sont très petites. Alors aujourd'hui, on a des solutions comme les appareils rechargeables. Ça existe dans tous les modèles. Les intra-auriculaires, appareils directement dans l'oreille, les micro-contours et les contours. Donc ça évite le changement de pile, c'est pratique et écologique. Aware Corporate a l'intention de réhabiliter le prieuré de Velferdin. Après 30 années d'abandon, l'histoire de l'imposant bâtiment va pouvoir reprendre. Guillaume Dumonteil est allé à la rencontre de personnes qui vouent une passion pour l'histoire de Velferdin, les membres de l'Awara. Le prieuré est situé à un endroit où passe le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Le bâtiment originel n'était pas aussi grand que celui que nous connaissons aujourd'hui. Le prieuré, c'était un bâtiment. La face avant, c'était l'ancien bâtiment. Et on le découvre déjà sur une carte que les comtes de von Leyen ont fait dresser, un cadastre. Et on voit qu'en 1719, il y avait déjà ce bâtiment. Donc c'était la partie avant. Tout le reste a été rajouté au fil des années, au fil des circonstances. On pensait toujours, ou les gens s'imaginaient, que dans la cour, on voyait les moines qui se baladaient, donc ils faisaient leur prière. Ce n'est pas tout à fait cela. Derrière ce prieuré donc original, il y avait des étables, il y avait des jardins,
il y avait tout ce qui était nécessaire aux moines. Les moines du prieuré étaient envoyés par l'abbaye de Tolaille. Ils répondaient à la règle de Saint-Benoît, prière et travail. Et le travail aussi avec les paysans, les serfs du coin. Et de là est parti ce développement autour du prieuré, puisque une fois qu'il y avait assez de monde pour travailler, il faut savoir qu'il y a des dépendances du prieuré. Il y avait la ferme qui est actuellement l'auberge Saint-Malfrid, il y avait une bergerie, et toute la partie qui se trouve au bout de Grosse-Wittersdorf, la partie donc vers Iflin, c'était des jardins des moines. Et les paysans et serfs qui venaient ici, au fur et à mesure s'installaient, et s'installaient surtout sur les terrains donc, des moines. Et ainsi, ça a commencé à former une communauté, et c'est le départ de l'histoire de Belfort-Nain. L'histoire du prieuré a aussi connu des épisodes tragiques, notamment la guerre de 30 ans au XVIIe siècle ou la Révolution, époque durant laquelle il a été utilisé comme hôpital. Tout ce qui appartenait donc aux bénédictins a été vendu, et donc à partir de ce moment-là, c'était des privés qui ont habité dans ces bâtiments. Le prieuré a aussi eu des utilisations insolites. Il a ainsi servi de fabrique de peluches ou encore abrité un salon de coiffure. Ces 30 dernières années, il a été abandonné, squatté et a connu plusieurs départs de feu. Aujourd'hui se profile un renouveau. OR Corporate veut en effet réhabiliter ce site d'environ 1 hectare, 50 arts de bâti et 50 arts de jardin, et créer ici de nombreux logements, notamment une auberge de jeunesse. Jean-Pierre Roussel, lui, réhabilite les galets. Cet animateur bien connu des foires et des salons des Vosges ne peut plus en faire en raison de la crise sanitaire. Il s'est donc lancé dans la déco de galets. Ils seront, moyennant un don, en vente au profit des enfants hospitalisés lors du prochain salon de la gourmandise à Épinal en novembre. Reportage. On voit le pli de la roche. Mère Nature fait très bien son travail, incontestablement. Parmi les 1001 façons de s'occuper l'esprit durant la crise sanitaire, il en est une plutôt chouette que cet habitant des Lois entre Épinal et Remiremont maîtrise sur le bout de son feutre. Voilà. Si l'on connaît Jean-Pierre Roussel pour les salons et les foires qu'il anime en temps normal, les confinements successifs et le hobby de sa petite fille l'ont doucement amené vers la décoration de galets. Comme nous aimons beaucoup lire, qu'est-ce qu'il fait quand il s'ennuie, le hibou ? Il bouquine. Voilà, donc c'est Mère Nature qui a créé ces choses-là, avec l'eau, avec le sable. Ce sont des galets de la Moselle qui viennent d'Autrey, parce que c'est notre paysagiste qui me les fournit bien gentiment à Saint-Nabord, à un jet de cailloux d'ici. Il me permet de choisir mes galets. Il avait reçu tout un nouveau camion de galets, donc j'ai pu choisir. Dans sa véranda, plus d'une centaine de galets et donc de figurines, chouettes ou hiboux, qui ne sont pas sans rappeler dans la posture ou l'infime détail certains personnages, fictifs ou réels. L'imagination, l'actualité font le reste. Je me suis amusé à mettre en avant les artistes. Donc, il y a Mondrian, il y a Karl Lagerfeld avec son petit chat. Il y a Picasso. J'ai trouvé que la chouette c'était sympa avec le hibou. Il y a des gros yeux, dessiner des yeux, c'est pas simple. Mais on peut s'exprimer dans un œil qui est énorme. On peut donner du relief, du volume, du reflet. Et puis après, c'est le cheminement dans la tête. En général, lorsque je réalise mon galet, j'ai déjà la tête dans celui que je vais faire après. Et puis ici... Il en est déjà 135 galets décorés, alors certes ce n'est qu'un passe-temps, mais si en plus c'est pour la bonne cause... Moi ce que j'ai promis c'est en offrir 100 au Rotary Club d'Épinal, et puis contre un don de... Je ne vais pas donner de chiffre parce que c'est eux qui vont le déterminer. On va pouvoir acquérir le galet. Le galet ne sera pas seul, il sera accompagné d'un livret de 90 pages qui va reprendre la photo de chacun des 90 galets en gros. Donc tout cela pour les enfants malades de nos hôpitaux. Ce sera en novembre prochain, si tout va bien, au salon de la gourmandise à Épinal. À noter enfin qu'agrémenté d'un petit texte, chaque jour, Jean-Pierre Roussel poste une de ses réalisations sur une page Facebook, finalement plutôt chouette.
Ils sont aussi entourés d'éléments de la nature, mais depuis des semaines, le club vosgien ne peut plus randonner en groupe. Mais sa mission d'entretien des sentiers ne s'est pas arrêtée, elle est même importante. En effet, il y a beaucoup de monde en forêt et en particulier sur les sentiers du Pays de Bitche. Nous avons suivi les baliseurs du club vosgien de Bitche en plein travail. Petite matinée de travail pour ces 3 baliseurs du club vosgien. Avec le confinement, l'équipe a dû adapter son programme d'entretien des sentiers et ils ne sortent jamais à plus de 3 ou 4 à la fois. Le confinement oblige les baliseurs à rester dans un rayon de 10 km autour de leur domicile, ce qui ne leur permet pas de s'occuper de l'ensemble des sentiers dont ils ont la charge pour l'instant. Mise en valeur de certains points d'intérêt, remise en place du balisage, le programme de la matinée se concentre surtout autour du Simserhof, sur un sentier d'excellence de la communauté de communes du Pays de Bitche. 2020 a pas mal perturbé le programme de randonnée du club vosgien. La dernière sortie date du mois d'octobre, mais en forêt on croise de plus en plus de monde, randonneurs, joggeurs, vététistes. Il est donc important de permettre à tous de profiter des sentiers en toute tranquillité et le club vosgien y veille. Et si vous voulez profiter des sentiers du Pays de Bitche, vous pouvez vous aider du guide « Balade au Pays de Bitche » édité par le club vosgien qui vous propose 41 circuits, soit 1317 km de promenade, de randonnée, avec des itinéraires allant jusqu'à Sarreguemines, Niederbronn et Lichtenberg. La personne que nous allons vous présenter ne va pas se limiter à nos frontières. C'est un nouveau défi pour l'aventurier vosgien Stéphane Brognard qui se lance dans un Tour de France à vélo en 20 jours. Nom de code, Gallia 480. Reportage de Nicolas Brédard et Anthony Sapp. Il a enchaîné les défis, avalé des kilomètres en ultra-trail, traversé plusieurs départements en courant ou à skirou, navigué en solitaire l'année passée sur l'Atlantique. Stéphane Brognard avait besoin d'un nouveau challenge. L'aventurier vosgien avait d'abord pensé à faire Paris-Dakar à vélo, mais la situation sanitaire en a décidé autrement. Il a donc gardé l'idée du vélo, mais réalisera finalement un Tour de France. Nom de code, Gallia 480. Je suis reparti des mêmes proportions entre guillemets que Paris-Dakar à vélo, environ 5300 km. Donc il y aura le double de dénivelé par contre, de Paris à Brest, en passant par Grenoble, Gap, Menton, Perpignan, Hendaye, Bordeaux. On remonte dans le nord vers Dunkerque, on longe la frontière belge et puis Strasbourg et Roche-et-Sombre et tout ça à essayer de le faire en moins de 480 heures, d'où Gallia 480, la Gaule en 480 heures. Soit 20 jours pour parcourir ces 5300 km, un défi un peu fou comme Stéphane Brognard les aime, suffisamment en tout cas pour se dépasser une fois de plus, même si cette aventure il la souhaite humaine avant tout, pas question par exemple de dormir seul dans un hôtel. J'ai envie de retrouver l'accueil à la française, le colporteur de belles petites histoires d'antan, de village en village. Et voilà, communiquer, utiliser les réseaux sociaux pour que tous les soirs je puisse dire, bah voilà, je pense arriver vers tel endroit, entre 18 et 19 heures. Est-ce que quelqu'un est prêt à m'accueillir? Il a plutôt intérêt à avoir un frigo fourni parce que ça creuse pas mal. En respectant bien évidemment toutes les règles sanitaires, Stéphane Brognard mise donc sur le hasard de la rencontre et un peu sur les réseaux sociaux sur lesquels il partagera son aventure et aussi du coup les différents paysages de France. La France est vraiment, partout la France est vraiment belle et je pense que je vais encore plus m'en rendre compte avec ce coup en 20 jours d'aller faire les 4 coins de la France. Cette nouvelle aventure signée Stéphane Brognard débutera le 3 mai à Paris. Le Vosgien est attendu 20 jours plus tard dans son village à Roche-et-Sombre. Où que vous soyez, l'info continue en non-stop sur Mosaïque Cristal. Vous pouvez aussi revoir cette émission et les sujets sur notre page Facebook ou notre site internet. Prenez soin de vous.